Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, poursuite des dépôts de candidature à la Sénat. Les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 continuent de déposer leurs déclarations. Le duo FCB a rempli cette formalité le mercredi 3 février dernier. C'est à suivre. Préparatif de l'élection présidentielle de 2021, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle est conduite par son président Isidore Clément Kapochichi à suivre la substance des échanges. Et puis le ministre de la Santé était hier dans les centres de tests de dépistage du coronavirus. La visite de Benjamin Ompati fait suite à l'enregistrement de plusieurs cas de fraude. Vous entendrez le ministre de la Santé. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part directement pour la Sénat. La Sénat qui enregistre toujours les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021. Ces candidats continuent de déposer leurs déclarations. L'après-midi du mercredi, hier, donc 3 février 2021, 2 duos sont venus faire leurs déclarations. De qui s'agit-il? Réponse avec Ghislain Poguet et Mathieu Sokanou. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'avril 2021 est Alassane Soumano. Il est secondé par Paul Rompet. Le duo est allé déclarer sa candidature. Remplissage de formulaires, dépôt de dossier, signature, remise de récépissé et déclaration à la presse. La Foscori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons, les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois. Le duo FCBE est suivi par un autre, Victorin Denowema et Florentin Devonon. Béninois et Béninois, luttons pour la restauration du Bénin. Dieu, dans son incomparable amour qu'il a pour le Bénin, prendra le contrôle de son pouvoir pour la stabilité et la paix. La Sénat continue la veille jusqu'au jeudi 4 février 2021 à 0h, date limite pour la déclaration de candidature. On marque un arrêt à la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu mercredi en audience une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme conduite par son président Isidore Clément Kapochichi. La rencontre avec le professeur Joseph Diogbenou s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle 2021. Quels sont les points abordés au cours des échanges? Je vous propose de suivre le président de la commission à sa sortie d'audience au micro de Rebecca Kinjaoundé. Vous savez que nous sommes à la veille des élections présidentielles et la Commission béninoise des droits de l'homme fait partie des institutions qui ont été retenues dans le cadre du processus électoral. Alors nous sommes venus échanger avec le président de la Cour constitutionnelle et cela s'inscrit dans un processus que nous avons entamé depuis le mois de décembre. Nous avons rencontré les médias, nous avons rencontré la Sénat, la HAC, le COSLEPI, la plateforme de la société civile et les forces de défense et de sécurité. Et donc, il était important pour nous de rencontrer l'institution qui est chargée, au regard de notre Constitution, de réguler et également de veiller
à la bonne tenue des élections présidentielles dans notre pays. Alors ça a permis d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions, et nous partons de cette audience renforcée dans notre détermination de jouer également en tant qu'institution nationale des droits de l'homme notre partition dans la réussite de cette élection. Nous avons des critères bien particuliers sur lesquels nous observons les élections. Et en son temps, nous ferons un rapport par rapport à cela, mais ce n'est pas de l'observation classique. Ce n'est pas de l'observation classique, et c'est cette particularité que nous tenons à matérialiser en venant voir le président pour voir en quoi mettre un partenariat en place pour que nous puissions véritablement aider aussi la Cour constitutionnelle à prendre les décisions qui s'imposent dans ce processus. Voyons à présent la signature de ce cahier des condoléances ce mercredi au palais de la présidence de la République. Elle fait suite au décès du directeur du cabinet civil du chef de l'État. Il a été rappelé à Dieu le mercredi 26 janvier dernier. Les membres du gouvernement ont reconnu à l'homme des qualités professionnelles exceptionnelles. On les écoute au micro de Jérôme Mongbo et Jean Nobimé et Mohamed Bior. Personnellement, j'ai perdu à travers cette disparition un frère, un ami, surtout un confident. Parce que c'était quelqu'un qui, en plus du fait qu'il soit un très grand travailleur acharné, c'était quelqu'un qui pouvait aussi vous donner des conseils, qui pouvait vous écouter et qui était là pour vous faciliter aussi les choses quand il voyait que vous étiez dans des difficultés. Nous sommes très peinés pour sa famille, pour ses enfants. Paix à son âme, que la terre lui soit légère et que le Seigneur puisse protéger sa progéniture qu'il a laissée. Ce que l'on peut considérer comme une séparation douloureuse. Monsieur Pascal Afo a été, en dehors de ce que nous avons travaillé ensemble au niveau du gouvernement, un ami personnel. Parce que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer par le passé à 2 occasions en tant que cadre béninois. Et j'ai gardé de lui de très bonnes impressions. J'ai été choqué par la nouvelle de son décès. Mais face à la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien. Donc nous ne reste qu'à lui souhaiter repos éternel. Sa mort a été un choc pour moi personnellement parce que c'est un homme affable, conciliant, un homme sage et qui représente une grande personnalité à mes yeux. On ne s'attendait pas à ce départ subi. Nous avons appris le décès avec beaucoup de regrets et nous prions pour le repos de son âme. Cet émérite diplomate, cet ambassadeur qui était un homme affable, un homme d'une sérénité totale, d'une sagesse remarquable, un haut fonctionnaire exemplaire que j'avais beaucoup de plaisir personnellement à écouter parce que c'était un monsieur qui avait la maîtrise de la belle langue française et qui avait toujours le mot juste, le mot ciselé et pas un mot de plus, pas un mot de trop. Il est assez particulier. Je garde de lui un homme rigoureux, dans le calme, dans le silence, mais qui atteint ses objectifs sans trop de mouvement, dans le silence. Et ça, c'est un principe important pour l'homme. Vous savez, M. Afo était un grand homme d'une sagesse extrême et qui nous a profondément marqués au cours du peu de temps que nous avons passé avec lui. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche pour nous donner ne serait-ce qu'un conseil ou un avis, on sentait toute l'expérience, toute la sagesse qui était en lui. Au-delà de ça, c'est un homme de cœur qui est parti. Un homme de cœur, un homme d'une rigueur, mais d'une rigueur humaine, d'un humanisme à nul autre pareil. Et quelqu'un qui, pour ma part, en ma qualité de ministre de la Santé, qui pour ma part était celui qui se préoccupait de sa santé plus que tous les autres. Ce sont les impressions d'un vide, d'un très grand vide. Mais Pascal était presque effacé, c'est l'effacement total, le silence, la discrétion. On ne le voit presque jamais. On a l'impression qu'il n'est pas là. Il intervient toujours ponctuellement quand c'est nécessaire.
avec une éloquence rare. Malgré cet effacement, nous ressentons un grand vide. Je me suis soumis volontiers à l'exercice de l'hommage à rendre à M. Pascal Afo, que j'ai connu certes dans de hautes fonctions auprès du président de la République, mais qui très vite s'est avéré, je peux me le permettre, un ami avec qui j'ai partagé des moments de complicité que Dieu a voulu brefs, mais qui furent pour moi des moments intenses où je suis allé à la rencontre d'un homme compétent, mais simple, dévoué, un bon confident, qui est parti trop tôt. Je me soumets volontiers à l'exercice du témoignage que je dois rendre à cet homme que beaucoup regrettent et regretteront, en espérant que son âme repose en paix et que celle-ci connaisse la félicité éternelle. Autre actualité dans ce 13h, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a organisé une formation avec les conducteurs d'engins chargés de la collecte et du transport des déchets comme cible. Cette formation leur a permis de découvrir le nouveau matériel de travail. Ghislain Poguet nous en dit plus. Pour l'assainissement et la salubrité des villes du Grand Nokoué, les agents dévolus à cette tâche utilisent des camions et autres matériels spécifiques. Pour leur propre sécurité et l'utilisation correcte du matériel, ils sont en formation. On fait une séance de sensibilisation à l'utilisation de matériel neuf et de matériel très moderne, de toute dernière génération. Ce sont des chauffeurs qui sont déjà confirmés, que nous avons aujourd'hui, mais qui ont l'habitude plutôt déjà de travailler avec des engins et des camions qui sont d'une autre génération. Donc il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on les sensibilise à l'utilisation de ces nouveaux matériels. Désormais, dans leurs travaux de collecte, de ramassage et de transport des déchets solides, ils ont des camions modernes, des ampli-rolls et autres engins de levage de dernière génération. Former les agents à la bonne utilisation du matériel, c'est aussi améliorer l'offre de service. Le service va beaucoup s'améliorer. Vous savez, aujourd'hui, pour enlever les caissons, les conteneurs que nous déposons sur les points de regroupement et qui sont remplis, on met parfois plus de 24 heures, voire 48 heures. Désormais, avec ces camions qui vont être livrés, que nous aurons en notre possession, en moins de 24 heures, ces conteneurs vont être enlevés. Donc, il y aura la célérité, il y aura moins de nuisances qui vont être créées à ceux qui sont dans l'environnement immédiat de ces infrastructures. D'autres formations sont déjà programmées dans le même cadre pour que le Grand Nokoué soit totalement assaini et pour que les villes présentent une image propre. Et on parle de ce rappel à l'ordre. Les acteurs en charge des tests de dépistage du coronavirus ont reçu hier la visite du ministre de la Santé. Benjamin Onkwati a effectué le déplacement suite à des cas de fraude enregistrés. Ils ont été rappelés à l'ordre. Le point de la rencontre avec Jean-Claude James. Ils sont venus du site VIP, du site de l'aéroport et du site du Palais des Congrès. Face à eux, le ministre de la Santé, très remonté à cause des cas de fraude constatés. Malheureusement, les sites de dépistage officiels sont devenus des sites de marchandage, de rançonnement, de mauvaises pratiques. Je voudrais vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de Covid-19. Les agents impliqués dans la manipulation de ces résultats de tests Covid ont été interpellés pour ce qu'on a pu identifier. Et plusieurs noms ont été cités. J'en veux pour preuve la condamnation tout dernièrement d'un des agents du site VIP à 24 mois d'emprisonnement ferme pour la délivrance de plusieurs faux tests de Covid-19 avec la complicité de certaines personnes qui n'ont pas encore été dénoncées.
mais dont nous aurons bientôt les identités. Des voyageurs, malheureusement, peut-être victimes innocentes de ces hommes sans foi ni loi, ont été également condamnés. Selon l'autorité, le mot d'ordre est tolérance zéro face à ces genres de situations. Je suis venu vous dire que nous serons sans pitié lorsqu'un agent se rendra encore coupable. Nous avons déjà mis en place et nous allons corser la stratégie pour identifier ces agents indélicats qui jettent de l'opprobre sur l'ensemble du dispositif et sur le reste des acteurs qui font leur travail avec conscience et responsabilité. Les sanctions ne s'arrêteront pas aux sanctions pénales. Les sanctions administratives et disciplinaires subséquentes seront également appliquées sans faille. Benjamin Humpati revient ici sur les règles qui doivent être de mise sur les sites. Le principe de base, c'est que celui qui veut venir ici, il fait ses formalités en ligne tranquillement, il vient ici, il fait son test, il s'en va. Les quelques-uns qui ne pourraient pas, c'est pour eux qu'on dit, bon, autant garder quelque chose ici pour pouvoir faire ça. Mais ça devait être l'exception. Et là, aujourd'hui, l'exception devient la règle. Et tout le monde vient ici pour faire ses formalités. Ça signifie quoi? Que ce soit à l'aéroport ou sur les sites de dépistage, c'est la même chose. À l'aéroport, ils peuvent arriver, ne pas avoir payé, puisqu'on a laissé l'option de faire le remplissage sans payer. Ils laissent leur passeport, ils arrivent chez eux, ils trouvent un truc mobile money, ils font leur paiement, ils viennent ici, ils viennent trouver leur passeport. Mais ce n'est pas ici qu'il faut forcément payer. J'ai vu des reçus qui sont quasiment illisibles, qui sont imprimés ici. Illisibles. Soit on offre le service, soit on ne l'offre pas. C'est un kit ou un double. Mais je ne voudrais plus avoir à constater ce genre de reçus quasiment illisibles qui sont des portes ouvertes à la fraude. En ce qui concerne les questions de sécurité, le ministre rassure les agents des mesures prises et les invite à garder leur sang-froid face à un voyageur plutôt difficile. Un tour à l'Assemblée nationale. 2 nouvelles directrices adjointes nommées au sein de l'administration parlementaire. L'une a été promue au poste de directrice adjointe des services législatifs de l'Assemblée nationale et l'autre au poste de directrice adjointe de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Regardez. La junte féminine honorée au Parlement béninois. Sur décision du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, Dr Carole Ikwafe Michai et Françoise Timé sont nommés pour assurer des fonctions stratégiques au sein de l'institution parlementaire. La première est promue au poste de directrice adjointe de l'unité d'analyse, de contrôle, de l'évaluation du budget de l'État UNASEB et la deuxième, directrice adjointe des services législatifs de l'Assemblée nationale. Malgré ses 16 années d'expérience dans le domaine au service du Parlement, la nouvelle directrice adjointe de l'UNASEB mesure déjà l'immensité de la tâche qui l'attend. L'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État est une direction technique de l'Assemblée nationale dont les missions sont, entre autres, la formation des députés, des fonctionnaires parlementaires de la société civile en matière d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, l'étude des projets de loi de finances, l'évaluation périodique de l'exécution du budget de l'État, l'appui aux missions de contrôle et de vérification diligentées par l'Assemblée nationale, le suivi des réformes des finances publiques, la réalisation d'études socio-économiques et financières. Nous aurons, sous le leadership du directeur Yahi Bienvenu, l'autre icône de l'UNASEB des temps difficiles, qui a su travailler en tandem avec le directeur Saint-Saint pour nous laisser un héritage
à la taille des attentes du président de l'Assemblée nationale. Nous mesurons donc la portée de l'immense et exaltante tâche qui nous attend. Françoise Timé, quant à elle, est détentrice d'un Master 2 en droit et gestion des organes démocratiques de l'État, avec plusieurs années d'expérience accumulées au niveau de l'unité qu'elle est appelée à servir désormais. Je m'emploierai à un succès collectif de cette mission dans la dynamique de l'administration parlementaire et à puiser mes ressources à la source de mes multiples expériences engrangées plusieurs années durant à des niveaux antérieurs de responsabilité et aussi à l'écoute de tous. Je prends acte de votre engagement et de votre détermination à travailler aux côtés du président pour l'atteinte des objectifs. Pour la plupart parmi vous, vous le connaissez déjà. Et certains l'ont dit, c'est un homme de vision. Vous connaissez les valeurs qu'il défend. Le défi à relever, c'est de faire de notre Parlement un Parlement de performance au niveau africain et au plan mondial. Et je crois que c'est avec le concours de tous. On ne peut que féliciter, parce que vous méritez aussi que le président a pu choisir, vous choisir. Nous félicitons encore le président pour avoir fait la promotion des femmes. L'ensemble de l'administration parlementaire, mais aussi des élus du peuple, savent compter sur l'engagement des nouvelles directrices adjointes pour pouvoir relever les défis du moment. Voyons à présent cette passation de charge. La direction départementale de la police républicaine du Koufo change de main suite aux nouvelles nominations intervenues en Conseil des ministres il y a 2 semaines. Marcel Arrossi était à la cérémonie de passation de charge. Suivez son compte-rendu. La tâche ne sera pas facile parce que vous serez appelé à travailler sous pression. Séraphin Lossi-Kende, commissaire principal de police et tout nouveau directeur départemental de la police républicaine, est ainsi prévenu du sacrifice à consentir pour le maintien de l'ordre dans le Koufo, ordre que son prédécesseur a su faire régner plusieurs années durant, mais avec plaisir. Au temps fort de la criminalité, qui d'entre nous pouvait savoir que nous en arriverions à booster cette situation? Monsieur le préfet, permettez-moi de le dire ici. Vous êtes la perle rare, le modèle à suivre, et vos capacités et aptitudes à gérer la communauté des hommes le démontrent à suffisance. Je souhaite vivement que l'expérience que nous avons faite ensemble soit capitalisée et que cela puisse vous permettre d'avancer à grands pas. Je pars dans la joie et l'émotion, aguerri et requinqué et comblé du devoir bien accompli. Je pars donc convaincu que vous y arriverez. Je vous laisse la maison, je vous confie à Dieu. Sincèrement, merci à tous et à chacun. Le commissaire divisionnaire de police, qui devra sous peu faire valoir ses droits à la retraite, part ainsi sous les applaudissements et avec les promesses d'une bonne suite de ce qu'il a entamé. Je vous promets de continuer inlassablement les œuvres que vous avez entamées afin de préserver les exploits de la police dans le département et rassurer davantage les populations de notre disponibilité à la mission régalienne. Chers officiers, membres d'encadrement, vous constituez la cheville ouvrière en matière de sécurité sur vos territoires de compétences respectifs. Je vous invite à persévérer, à rester vigilant et à surtout être proactif. On a la chance d'avoir des éléments solides sur le terrain, des gens bien outillés. Je voudrais, à travers vous, leur dire aussi un grand merci. Et comme pour confirmer qu'il ne manque jamais à faire dans ce milieu, l'ancien directeur des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités sur place reçoit la mission de réprimer la consommation du narguilé ou de la chicha sur l'ensemble du département du Koufo. Ce tout premier arrêté préfectoral qu'il devra faire appliquer est signé seulement ce 29 janvier.
Et on passe à l'actualité internationale. Le monde en bref nous conduit en Palestine, au Portugal, au Chili et en France. Regardez. Des soignants palestiniens se font vacciner contre le Covid-19 à Bethléem, en Cisjordanie occupée, après que l'autorité palestinienne ait reçu 2000 vaccins d'Israël sous pression de l'ONU et d'ONG pour faciliter cette campagne en territoire palestinien. La campagne a débuté mardi. Nous avons commencé aujourd'hui et dès demain, nous allons envoyer des vaccins dans la bande de Gaza. Notre plus grande priorité est de vacciner le personnel médical, en particulier ceux qui travaillent dans les unités de soins intensifs, a déclaré de son côté la ministre palestinienne de la Santé. L'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie espère recevoir au moins 50 000 autres vaccins d'ici mi-février, après avoir signé plusieurs contrats avec des laboratoires étrangers. Épicentre de l'épidémie de coronavirus en Europe ces derniers jours, le Portugal a accepté l'aide de l'Allemagne pour soulager des hôpitaux saturés après un mois de janvier marqué par un record de 303 morts en 24 heures et des images d'ambulances faisant la queue pendant des heures devant le plus grand hôpital de Lisbonne. Le gouvernement portugais a dû se résoudre à appeler à la rescousse. Le Portugal est le pays au monde le plus durement frappé par l'épidémie de coronavirus. Au Chili, la campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée pour les plus de 90 ans qui reçoivent les premières doses du vaccin. L'un des auteurs du braquage de Kim Kardashian sort un livre. Les jurés devront décider et en théorie, ils le font uniquement avec ce qui est présenté devant eux. Mais dans cette affaire, il y a eu 50 versions déjà racontées, de nombreuses choses dites. J'ai donc souhaité apporter ma vérité, celle que j'ai vécue, raconte-t-il à l'AFP. L'homme est âgé de 67 ans. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.